Elle s'effondra au sol, sanglotant, sa voix tremblante comme du vent passant à travers du verre brisé. « Je pensais que tu m'aimais. » Le chef Adebayo se leva, boutonna son agbada et ajusta sa casquette avant de passer devant elle. « L'amour ne gagne pas les élections, Amara, mais le sacrifice, oui. » On l'appelait Amara Nwakaego. Amara, parce qu'elle brillait comme la richesse même quand elle n'en avait pas, et Nwakaego, parce qu'elle disait que son nom méritait de sonner précieux. À 26 ans, Amara avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf le pouvoir. Et c'était ce qu'elle désirait plus que tout. Pas l'amour, pas la paix, pas même le bonheur. Le pouvoir. Celui qui faisait se lever les gens quand vous entriez dans une pièce. Celui qui faisait trembler les journalistes et saluer les officiers de police. Celui qui venait avec des sirènes, de la poussière de convoi et votre portrait accroché à côté du drapeau national. Elle disait souvent, si la beauté était une qualification, je serais déjà à ASO Rock. Et elle le pensait. Son ascension commença en ligne. Contenu glamour, grand cils, jupe courte. Elle construisit sa marque comme un trône, publication après publication. Ses abonnés l'appelaient la reine du luxe, mais elle préférait « future première dame ». Chaque vidéo était stratégique. Le verre de vin, le rire lent, la légende qui semblait tirée d'une citation de la petite amie d'un milliardaire. Elle étudiait les politiciens comme d'autres filles étudiaient la mode. Elle connaissait leurs anniversaires, leurs œuvres de charité, la couleur des tenues de leurs épouses. Elle savait qui aimait les filles à la peau claire, qui préférait les audacieuses, qui gardait des maîtresses à l'équille, et qui ne sortait qu'avec des journalistes. Quand ses amis lui demandaient pourquoi elle fréquentait toujours des hommes 2 fois plus âgés qu'elle, elle riait doucement et répondait « Parce que les garçons ne font pas les lois. » Les hommes de pouvoir, oui. Amara Nwakaego ne voulait pas une relation. Elle voulait un empire, et elle avait besoin d'un politicien pour le construire. La nuit, elle s'allongeait dans ses draps de satin blanc, parcourant les gros titres, imaginant son nom parmi eux. Épouse du ministre de la Jeunesse et du Développement national aperçue à Dubaï. Parfois, elle murmurait pour elle-même, « Bientôt. Ils me connaîtront tous bientôt. » Mais l'ambition est une forme de faim dangereuse. Elle ne s'arrête pas quand elle est nourrie. Elle devient plus aiguë. Amara Nwakaego était déjà allée à Dubaï 2 fois, mais ce voyage semblait différent. Pas à cause de la destination, mais à cause de l'énergie. Elle sentait quelque chose l'attendre là-bas. Elle dit à ses abonnés qu'elle partait pour une pause créative, saupoudrant des hashtags comme hashtag saison de luxe et dièse repose dans l'opulence. Mais au fond, Amara ne partait pas pour se reposer. Elle partait pour être vue par les bons yeux. Ce matin-là, à l'aéroport de Murtala Mohamed, elle choisit sa tenue avec une précision chirurgicale. Combinaison en soie blanche, talons dorés, et un foulard qui murmurait la classe. Son parfum persistait comme une promesse. Chaque mouvement était délibéré, répété devant le miroir, testé pour son effet. Quand elle monta en classe affaires et trouva sa place à côté d'un homme âgé et grand en agbada traditionnel, elle faillit lever les yeux au ciel. Elle n'était pas venue pour des oncles, jusqu'à ce qu'il se tourne. Chef Adebayo. Ce nom résonna dans sa tête avant même qu'il ne se présente. Tous les blogs de potins avaient écrit sur lui. Un faiseur de roi du Sud, un financier de campagne avec de l'argent qu'il ne déclarait jamais. Son visage était lisse, de cette façon coûteuse que l'âge peut avoir quand il est bien nourri. Son poignet portait une montre en or qui aurait pu payer un loyer d'1 an. Il sourit quand elle s'assit. « Ah, nos filles brillent de nos jours, » dit-il doucement. Amara répondit par un sourire, doux mais mesuré. « Il faut bien représenter le Nigeria, monsieur. » Le « monsieur » atterrit doucement. Elle avait maîtrisé l'art du respect qui flatte. Pendant les 2 premières heures, ils parlèrent légèrement de voyage, d'affaires, de l'économie. Le chef Adebayo avait ce ton calme d'un homme qui n'a jamais à quémander l'attention, car il la possède déjà. Quand il parlait, les hôtesses de l'air se penchaient vers lui. Amara observait la façon dont les gens le saluaient, comme quelqu'un dont ils auraient besoin demain. Elle aimait ça. Quand le repas arriva, il commanda pour elle sans demander. Saumon grillé et champagne. Une femme comme vous devrait manger comme si elle était attendue quelque part de plus grand, dit-il. Amara sourit. Et où est-ce, chef? Il soutint son regard.
à côté de quelqu'un qui comprend sa valeur. Ce fut le moment. La porte invisible s'ouvrit. À leur arrivée à Dubaï, il lui proposa de la conduire dans son convoi. Elle fit semblant d'hésiter, puis accepta. Juste jusqu'à mon hôtel, pour un dîner. Mais lorsqu'elle monta dans la Rolls-Royce et que les lumières de la ville commencèrent à danser sur son visage, elle se sentit victorieuse. Il lui parlait doucement pendant le dîner, entre les tintements des couverts et les murmures de politique. Vous savez, dit-il en faisant tourner son vin, les gens courent trop après la célébrité. La célébrité vous rend visible, mais le pouvoir vous rend intouchable. Elle le regarda droit dans les yeux. Alors peut-être que j'ai couru après la mauvaise chose. Il sourit. Ou peut-être que vous avez enfin trouvé l'homme qu'il faut pour vous montrer comment faire. Ces mots résonnèrent dans sa tête cette nuit-là, longtemps après la fin du dîner. 2 semaines après leur rencontre, ils étaient devenus inséparables à Dubaï. Réunion au petit déjeuner, promenade en soirée le long de Jumeirah, dîner privé où il parlait de sa vision pour le Nigeria et de sa solitude. Il parlait avec autorité, et elle écoutait comme une disciple. Quand elle parla du chef Adebayo à sa mère, un riche politicien 2 fois plus âgé qu'elle, déjà marié à 6 femmes, la ligne resta silencieuse un moment. Puis sa mère dit, « Amara, un homme comme ça ne partagera jamais son cœur, seulement son nom. Sois prudente. Il a probablement besoin de toi pour quelque chose, car tu n'es pas plus belle que ses 6 épouses. » Mais Amara était déjà trop loin. « Maman, c'est mon destin, » répondit-elle. « Tu ne comprends pas le genre de vie que je veux. » Sa mère soupira, lasse et vaincue. « Souviens-toi juste, le ciel n'avertit pas l'oiseau avant la pluie. » Amara n'écouta pas. Elle était trop avancée pour reculer. Quand le chef Adebayo la ramena au Nigeria, il organisa tout. Le mariage à la cour fut discret, secret. Réalisé dans son village d'Owerri sans la présence de sa famille. Il dit que c'était pour des raisons de sécurité. Elle le crut. Elle se dit qu'elle n'avait pas besoin de leur bénédiction. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un statut. Le matin du mariage, une pluie tomba sans nuage, une pluie fine et étrange qui ressemblait à des larmes. Elle portait une dentelle blanche importée d'Inde et des boucles d'oreilles en diamant trop lourdes pour ses oreilles. En se tenant à ses côtés, signant des papiers sous les regards attentifs d'assistants politiques et d'un prêtre d'Aladura qu'elle ne connaissait pas, elle ressentit une lueur de doute. Mais quand il lui prit la main et dit « À partir d'aujourd'hui, tu es mon joyau, ma force, ma 7e couronne », le doute fut noyé sous la fierté. Quand sa mère appela plus tard dans la nuit pour une raison connue d'elle seule, Amara ne répondit pas. Elle fixa son reflet dans la grande fenêtre vitrée, caressant l'anneau à son doigt, et sourit pour elle-même. Elle l'avait fait. Elle était maintenant Madame Amara Adebayo, la 7e épouse du chef Adebayo, l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. Le lendemain matin, Amara se réveilla dans un silence si lourd qu'il semblait intentionnel. Pas de musique, pas de rire, pas même le cliquetis des assiettes dans la cuisine, seulement le bourdonnement sourd du climatiseur et l'appel lointain d'un oiseau qui semblait perdu. Le chef Adebayo était parti avant l'aube pour une réunion à Abuja, laissant derrière lui une note soigneusement pliée. « Mes reines prendront soin de toi. » Reines, au pluriel. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant l'immense cour de la demeure à Ikoyi. Les jardins étaient taillés avec une précision militaire, les hauts murs peints en crème, comme si la paix y régnait. 6 voitures identiques étaient garées en rang. Puis la porte s'ouvrit doucement. Une femme grande, en pagne Ankara avec des perles de corail, entra, son visage beau d'une manière froide et intimidante. « Bonjour », dit-elle sans sourire. « Je suis Madame Chioma, la première épouse. » Derrière elle vint une autre, plus mince et plus jeune, en jean et t-shirt où était écrit « Les épouses des rois ne se disputent pas. »« Vous devez être la numéro 7, dit-elle platement. « Félicitations. » Amara força un sourire poli. « Merci, madame. » Elles ne l'embrassèrent pas. Elles ne posèrent pas de questions sur le mariage. Elles l'observèrent simplement, comme si elle était une nouvelle employée se présentant au travail. À midi, les autres étaient arrivées. 6 femmes en tout, chacune avec son propre parfum, son propre silence. Elles se réunirent dans le salon, assises en cercle parfait. L'air sentait l'encens et le contrôle. Madame Chioma fit signe à Amara de s'asseoir. « Il n'y a qu'une seule règle ici, dit-elle calmement.
Tu ne poses pas de questions sur ce que tu ne comprends pas. Une autre épouse, à la peau foncée avec une cicatrice au-dessus du sourcil, ajouta. Et tu ne te plains pas de l'absence du chef. Quand il appelle, tu viens. Quand il n'appelle pas, tu attends. Amara déglutit difficilement. Je comprends. Elles la regardèrent, toutes, leurs visages indéchiffrables, leurs bijoux scintillants comme des avertissements silencieux. Madame Chioma se pencha en avant. Chaque épouse est arrivée ici pleine de rêves, dit-elle. Mais cette maison ne fonctionne pas avec des rêves. Elle fonctionne avec l'obéissance. Puis elle se leva, ajusta son pagne, et sortit. Une par une, les autres suivirent, laissant Amara seule dans cette immense pièce qui semblait soudain trop grande, trop silencieuse, et trop consciente. Quand la dernière porte se ferma, elle entendit un murmure faible dans le couloir, une voix qu'elle ne pouvait identifier, douce mais claire. Bienvenue dans le cercle. Cette nuit-là, le chef Adebayo rentra plus tôt que prévu. La maison s'éveilla avec lui, les portes s'ouvrant, les murmures courant dans les couloirs. Quand Tamara entendit sa voix l'appeler, elle sourit. C'était sa nuit. Elle prit son temps, un bain parfumé, une nuisette en soie, un bracelet de cheville en or. Elle était prête à devenir son épouse, pas seulement un numéro. La domestique la conduisit à sa chambre privée. La pièce scintillait de lumière dorée et rouge, l'air épais d'encens. Le chef Adebayo se tenait au centre, pieds nus, enveloppé dans un tissu cramoisi. Des bougies brûlaient en cercle autour de lui. « Approche », dit-il. Elle obéit, bien que son cœur battît à tout rompre. Quand elle entra dans le cercle, l'air changea. Les domestiques sortirent discrètement, et la porte se ferma avec un clic. Le chef Adebayo prit sa main, attacha un mince cordon rouge autour de son poignet. « C'est la tradition », murmura-t-il. Un lien entre le pouvoir et la paix. Puis une porte au fond s'ouvrit, et un homme entra, chauve, vêtu d'une robe blanche, les yeux noirs comme la nuit. « Chef. Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix brisée. « Mon Babalawo » répondit-il. « Il complète le cercle. » Les chants commencèrent, bas et profonds, montant comme un tonnerre dans une pièce scellée. Le prêtre traça des symboles sur sa peau, et l'odeur de l'huile la rendit étourdie. Le monde bascula, ses pensées se brouillèrent en fumée. À travers le brouillard, elle vit le chef Adebayo l'observer, souriant légèrement, ses yeux brillants comme de la pierre polie. La lumière s'atténua, le bourdonnement s'amplifia, puis tout devint immobile. Quand Tamara se réveilla des heures plus tard, les bougies étaient consumées, ses poignets étaient douloureux, les cordons avaient disparu. Le prêtre s'était volatilisé. Le chef Adebayo était assis près de la flamme mourante, calme, satisfait. Il la regarda et dit doucement, « Tu as demandé à partager mon pouvoir, mon joyau. Ce soir, il t'a accepté. » Amara le fixa, la voix tremblante. « Tu as laissé cet homme ? Qu'a-t-il fait de moi ? Tu as laissé un autre homme étrange coucher avec moi ? » Il toucha sa joue. « Il a scellé ta place à mes côtés. C'est tout. Chaque reine de cette maison est passée par là. Tu fais partie du cercle maintenant. » Son estomac se noua. Les marques sur sa peau commencèrent à piquer. Le chef Adebayo ajusta son agbada et se dirigea vers la porte. « Repose-toi, mon joyau, » dit-il en souriant légèrement. « Tu comprendras bientôt. » Et quand la porte se ferma, Amara réalisa enfin qu'elle n'avait pas épousé un homme. Elle avait épousé un secret. 17 nuits passèrent, et le chef Adebayo ne l'avait pas touché une seule fois. Il était poli, distant, l'appelant toujours « mon joyau », mais ne se rapprochant jamais. Chaque soir, il se retirait tôt, et la maison sombrait dans ce silence étrange qui semblait respirer. À la 17e nuit, la curiosité d'Amara s'était transformée en malaise. Même son reflet semblait différent, les yeux plus ternes, la peau pâle sous les lampes dorées. Puis, juste après minuit, une domestique apparut à sa porte. « Madame Chioma dit que vous êtes attendue dans la salle du bas », murmura-t-elle. « Portez du blanc. Pas de bijoux. » Le pouls d'Amara s'accéléra. Le même ordre était venu à chaque épouse, l'une après l'autre. Elle enroula le tissu blanc autour d'elle et suivit le couloir éclairé par des lampes à huile. La salle du bas était une chambre souterraine qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'air était humide,
bourdonnant d'un sifflement léger qui s'amplifiait à mesure qu'elle descendait. Les 6 épouses se tenaient à nouveau en cercle, les visages dans l'ombre, chacune tenant un petit bol en argile. Les yeux de Madame Chioma croisèrent les siens. « Ce soir, tu nous rejoins pleinement. » Au centre de la pièce reposait un grand panier tressé. Son couvercle bougea légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur respirait. Le sifflement devint un murmure qui donna la chair de poule à Amara. Madame Chioma souleva le couvercle. À l'intérieur, les anneaux d'un python massif scintillaient comme du bronze humide sous la lumière des torchers. Ses yeux capturaient la flamme et la retenaient. Amara octa, reculant, mais la porte s'était déjà refermée derrière elle. « L'esprit qui garde le trône du chef doit manger », dit la deuxième épouse. « Nous lui donnons nos peurs. » Une par une, elles s'agenouillèrent, trempèrent leurs doigts dans leur bol rempli de lait et d'herbes moulues, et laissèrent une goutte tomber sur la langue du serpent. Le serpent ne frappait jamais. Il se balançait doucement, comme s'il écoutait. Quand vint le tour d'Amara, sa main tremblait. Les épouses chantaient doucement, l'encourageant à avancer. Madame Chioma murmura « Nourris-le ». Les yeux du python se fixèrent sur elle. Elle sentit l'air comprimer ses poumons, les murs se refermer. Amara s'agenouilla, ses doigts tremblants au-dessus du bol. Une seule goutte tomba, la langue du serpent s'élança, la goûtant, et pendant un instant, elle jura entendre un soupir, mi-faim, mi-approbation. Les épouses expirèrent à l'unisson, et le couvercle se referma. Madame Chioma se tourna vers elle. « Maintenant, tu appartiens. Numéro 7. Souviens-toi, le pouvoir se nourrit, il ne se donne pas. » Quand l'alimentation fut terminée, Amara pensa que c'était fini. Ses genoux étaient faibles, ses paumes froides, mais Madame Chioma leva une main, et les autres se turent. « Il reste une dernière étape, » dit-elle. « Chaque épouse doit recevoir les anneaux du gardien. Un pour chaque vœu qu'elle porte. 7 pour la dernière. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre. Les anneaux. Le panier trembla. Le son était doux au début, comme du tissu traîné sur le sol, puis plus lourd, plus humide. Les épouses reculèrent, la laissant seule dans le cercle. « Assieds-toi », ordonna Madame Chioma. « Ne cours pas. Ne crie pas. Si tu bouges, il te suivra pour toujours. » Le corps d'Amara refusait, mais ses jambes se plièrent malgré elle. Le sol était humide sous ses pieds. L'air devint plus froid, épais d'une odeur aigre et musquée. Elle pouvait l'entendre respirer, une longue et lente inspiration, ancienne et patiente. Quelque chose toucha sa cheville, léger comme un fil, puis plus lourd, glissant le long de sa jambe. Sa respiration s'arrêta, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater. Elle fixa Madame Chioma droit devant, qui hocha la tête une fois. « 1 » murmura-t-elle. Une deuxième caresse traversa son dos, sa peau brûlait de chair de poule. 2 À la troisième, elle tremblait, des larmes coulant sur ses joues, chaque muscle criant de courir. Les épouses murmuraient le conte comme une prière. Quand le 7e arriva, le souffle de la créature était dans son oreille, un sifflement qui semblait presque un mot. Puis le poids se leva, et le silence tomba. Amara s'effondra en avant, haletante, trop effrayée pour regarder en bas. Madame Chioma s'approcha, pressa un petit symbole en argile dans sa paume tremblante. « Maintenant, le gardien connaît ton odeur, » dit-elle doucement. « Si le chef vit, tu vis. S'il tombe, il se nourrit. » Amara leva les yeux, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que je suis maintenant ?» Madame Chioma sourit sans chaleur. Son pouvoir incarné. Les jours qui suivirent le rituel se fondirent dans une horreur silencieuse. La demeure ne semblait plus être une maison. Elle semblait être un sanctuaire qui respirait. Chaque coin bourdonnait de murmures étranges, et même les lustres semblaient scintiller au rythme de pas invisibles. Chaque épouse changea après le rituel. Cela se produisit si naturellement qu'Amara l'aurait manqué si elle n'avait pas observé attentivement. Madame Chioma, la première épouse, cessa de cligner des yeux. Ses yeux restaient ouverts, même dans son sommeil, comme quelqu'un qui craint ce que les rêves pourraient révéler. Le rire de la deuxième épouse disparut complètement. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. La troisième épouse développa une main tremblante qui renversait tout ce qu'elle tenait. La quatrième ne pouvait plus manger de viande.
L'odeur seule la faisait vomir. L'ombre de la 5e épouse apparaissait 5 minutes avant qu'elle n'entre dans une pièce, et la 6e commençait à oublier son propre nom à des moments aléatoires. Elles appelaient tous ces changements des signes de loyauté. Au début, Amara pensait avoir échappé indemne. Sa peau brillait, ses publications éblouissaient toujours ses abonnés, et le chef Adebayo la traitait avec un respect prudent qui ressemblait presque à de la distance. Il ne l'avait toujours pas touchée, pas une seule fois. Mais un matin, en se brossant les cheveux, elle remarqua des mèches s'accumuler sur le sol. Elle fronça les sourcils, pensant au stress. Puis d'autres tombèrent. Au 3e jour, son cuir chevelu brûlait à chaque toucher. Ses cheveux autrefois glorieux, la marque de fabrique d'Amara Nwakaego, commençaient à disparaître partout. Son estomac se noua de peur. Elle le cacha sous des perruques et des foulards, souriant comme une menteuse professionnelle. Mais bientôt, la douleur arriva, aiguë et profonde, serpentant dans son ventre comme du feu. Cela se produisait la nuit, la laissant sans souffle, froide et trempée de sueur. Elle essaya d'en parler au chef Adebayo, mais il se contenta de hocher la tête pensivement, presque comme s'il attendait cela. « Tu iras bien, mon joyau », dit-il un soir, d'un ton trop calme. « Cela signifie que le gardien a accepté ton offrande. » Elle se figea. « Offrande ? Quelle offrande ?» Il détourna le regard, souriant légèrement. « Chaque trône doit se nourrir de foi, ma chère. Certains sont bénis pour donner plus que d'autres. » Les mots n'avaient pas de sens à ce moment-là, mais la vérité se dévoila cruellement. 2 nuits plus tard, elle entendit les épouses parler dehors sa porte. La voix de Madame Chioma était basse, presque empreinte de pitié. « L'esprit a choisi. C'est son tour. Elle est trop jeune, » murmura l'une d'elles. Chioma soupira. « C'est pourquoi elle a été choisie. Le pouvoir prend la jeunesse. Il l'a toujours fait. » Amara pressa sa main contre sa bouche pour étouffer le cri qui montait. Ses cheveux disparurent en 1 semaine. Le médecin parla d'un grave déséquilibre hormonal. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Puis une autre douleur arriva. La douleur commença comme un murmure, une douleur sourde qui se propageait de son estomac à son dos, lente et régulière, jusqu'à devenir son pouls. Au début, Amara pensait que c'était le stress. L'épuisement de prétendre être forte. Mais bientôt, elle se transforma en vague qui secouait son corps, la laissant tremper de sueur, les dents serrées, murmurant des prières qui n'atteignaient jamais le ciel. Elle cessa de dormir. Elle cessa de manger. Les miroirs qu'elle aimait autrefois la terrifiaient maintenant. Sa beauté, la seule chose sur laquelle elle avait bâti son empire, s'évanouissait comme un rêve au lever du soleil. Ses cheveux, son éclat, sa force. Tout s'échappait, mèche par mèche, jour après jour. Chaque matin, elle enroulait un nouveau foulard autour de sa tête et peignait son visage avec des mains tremblantes, forçant un sourire qu'elle ne reconnaissait plus. Les autres épouses la regardaient avec une pitié silencieuse, mais ne disaient rien. Elles avaient déjà vu cela. Elles savaient ce que cela signifiait quand une épouse commençait à dépérir. Amara était la suivante. Une nuit, incapable de le supporter plus longtemps, elle se traîna jusqu'au salon privé du chef Adebayo. Il regardait les informations, ses rassemblements de campagne, des foules scandant son nom, des promesses d'une nouvelle aube résonnant dans les haut-parleurs. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle, tremblante. « Chef, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Il ne la regarda pas. « Tu vas bien, mon joyau. » Le corps résiste avant d'accepter la grandeur. Elle fit un pas de plus, la voix brisée. « Mes cheveux sont partis, chef. Je ne sens plus mes jambes la nuit. Le médecin a dit que mon utérus est en train de mourir. Tu m'as dit que j'étais choisie. » « Choisie pourquoi ?» Il soupira, baissant enfin la télécommande. Ses yeux étaient froids, distants. « Pour le destin, pour ma victoire. Chaque pluie a besoin d'un sacrifice. » Amara le fixa, les larmes coulant librement maintenant. « Alors c'est ce que je suis pour toi ? Un sacrifice ?» Il lui adressa un petit sourire fatigué. « Tu voulais le pouvoir, n'est-ce pas ? Le pouvoir a un goût. Amer, coûteux, inoubliable. Tu devrais être fier. Tu vivras pour toujours dans mon succès. » Ses genoux faiblirent. Elle s'effondra au sol,
sanglotant, sa voix tremblante comme du vent à travers du verre brisé. Je pensais que tu m'aimais. Le chef Adebayo se leva, boutonna son agbada et ajusta sa casquette avant de passer devant elle. L'amour ne gagne pas les élections, Amara. Mais le sacrifice, oui. Il la laissa là, sur le sol de marbre froid, serrant son ventre, murmurant encore et encore, l'amour ne gagne pas les élections. Cette nuit-là, Amara pleura jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Chaque son dans la demeure semblait se moquer d'elle, son propre rire résonnant dans ses souvenirs, l'éclat de ses anciennes vidéos, ses abonnés l'appelant reine. Dès le lendemain, la maison devint froide envers elle. Son téléphone disparut de la table de nuit. Une des domestiques dit « Le chef a dit que vous avez besoin de repos ». Les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Les repas arrivaient sur des plateaux laissés au seuil. Personne n'attendait qu'elle mange. La maladie s'aggrava. Une étrange odeur s'accrochait à elle, peu importe combien de fois elle se lavait. Elle était légère au début, puis plus lourde, une odeur aigre qui remplissait la pièce. Amara supplia pour de l'aide, frappant à la porte jusqu'à ce que ses jointures saignent, mais les gardes murmuraient seulement « Ordre d'Oga ». Les autres épouses cessèrent de lui rendre visite. Même Madame Chioma, qui avait autrefois montré de la pitié, envoyait maintenant la domestique à sa place. Les miroirs furent couverts de tissu. Elle l'avait demandé elle-même. Elle ne supportait plus de voir ce qu'il restait de sa beauté. Les foulards n'avaient plus d'importance. La maladie avait dépassé la vanité. La nuit où les résultats furent annoncés, le tonnerre roula dans le ciel, bien qu'aucune pluie ne tombât. La ville dehors brûlait de lumière. Feux d'artifice, sirènes, coups de feu de joie. Chaque chaîne, chaque voix, chaque cri portait un nom, chef Adebayo. Il l'avait fait. Il était président. À l'intérieur de la demeure, la célébration pulsait comme du sang à travers le marbre. Les épouses dansaient. Les gardes tiraient en l'air. Le champagne coulait sur les murs dorés, mais dans la chambre principale à l'étage, Amara restait immobile. Sa respiration venait en halètements courts et tremblants. La pièce sentait le médicament, la peur, et quelque chose qui s'évanouissait, comme des fleurs laissées trop longtemps au soleil. Elle pouvait entendre les rires d'en bas. Chaque cri de joie était comme un clou enfoncé plus profondément dans sa poitrine. Elle tourna lentement la tête vers la fenêtre. La nuit brillait d'orange à cause des feux d'artifice. Pendant un instant, elle pouvait presque se voir là dehors. L'ancienne Amara, impeccable, riant, saluant les caméras. Puis la douleur la ramena. Aiguë, froide, impitoyable. Elle gémit doucement, serrant son ventre. Ses mains étaient minces maintenant, ses veines comme des fils fragiles sous sa peau. Son murmure brisa le silence. Est-ce cela, le goût du pouvoir? Elle pensa à la voix de sa mère, aux avertissements, aux larmes. Elle pensa à son ancienne vie, aux rires, aux lumières des caméras, à l'orgueil insensé qui lui avait fait croire qu'elle pouvait acheter le destin avec la beauté. Je pensais que je gagnais, murmura-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Je pensais que je devenais quelqu'un. Puis la télévision diffusa à nouveau sa voix, stable, autoritaire, victorieuse. À mon épouse bien-aimée, Amara, ma force et mon inspiration. Son cœur se tordit. Les mêmes lèvres qui la louaient étaient celles qui l'avaient tuée. Elle rit faiblement, un son sec et brisé. Inspiration, murmura-t-elle. Tu as utilisé ma vie pour décorer ta couronne. Le rire se transforma en sanglots, doux et inégaux. Son corps tremblait. Elle tendit la main vers le foulard sur la table de nuit, le dernier morceau de vanité qu'elle possédait encore. Il glissa de sa main au sol. Je voulais être vue, dit-elle à travers les larmes. Maintenant, tout le monde le verra, lui. Pas moi. Sa vision se brouilla. La pièce bascula. Le bruit de l'extérieur semblait s'estomper, remplacé par son propre battement de cœur ralentissant jusqu'à un murmure. Dans son dernier souffle, elle murmura « Maman, tu avais raison. J'ai choisi ce chemin moi-même. » Puis le silence. Amara Nwakaego, la fille qui voulait le pouvoir, resta immobile, la dernière larme séchant sur sa joue. Son mari avait gagné une nation, mais elle s'était perdue. Le matin, la célébration s'était transformée en murmure. La nouvelle première dame, la 7e épouse, ne s'était pas réveillée.
Les médecins vinrent, regardèrent, murmurèrent entre eux, et partirent la tête baissée. À midi, le verdict fut écrit. Elle était morte paisiblement dans son sommeil. Le chef Adebayo enterra Amara en silence. Pas de presse, pas de pleureurs, pas de chœurs, juste le bruit des pelles creusant la terre derrière sa demeure à Azokoro. Les épouses se tenaient dans des pagnes sobres, leurs visages impassibles, leurs cœurs lourds de peur. Il observa de loin, des lunettes noires cachant des yeux qui ne ressentaient rien. Quand le dernier grain de sable tomba, il se détourna sans un mot. Loin de là, la mère d'Amara pleurait dans sa petite maison à Onitsha, serrant la photo de sa fille contre sa poitrine. Elle connaissait la vérité, mais n'avait pas de voix assez forte pour lutter contre le pouvoir. Tout ce qu'elle pouvait murmurer était « Mon enfant, tu as couru après la gloire et trouvé la tombe. » Leçon morale, ne troque pas ta paix pour des paillettes. La vie rapide brille fort, mais elle brûle vite. Souviens-toi de tes parents. Leurs avertissements sont de l'amour déguisé. Choisis la patience plutôt que la pression, le but plutôt que la popularité, car aucun luxe ne vaut la perte de soi-même. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.